Je m'appelle Pascal Cucchini, donc je suis l'auteur d'une méthode qui s'appelle la méthode MAPI, méthode d'accompagnement et de pilotage des parcours d'insertion, qui s'est créée au fur et à mesure des investigations de travail autour de l'accompagnement, la structuration de l'accompagnement social et socio-professionnel dans un milieu territorialisé. Je suis le directeur d'un cabinet qui s'appelle B2C Projet, qui est un cabinet qui fait de la formation et du conseil auprès des structures d'accompagnement, départements, missions locales, plis, structures d'insertion par l'activité économique, etc., etc. Voilà. Euh, alors, on a aujourd'hui, on voudrait travailler sur la question de la coordination des parcours, parce que bon, il y a la loi plein emploi est arrivée et commence à se mettre en place, et c'est vrai que c'est plutôt un partage de réflexion, donc c'est pour ça que comme on en profitera, qu'on n'est pas nombreux, de pouvoir effectivement avoir des réactions, des points de vue peut-être différents de ce que je peux poser. Mais j'ai essayé, à travers la lecture de la loi, d'identifier quelle forme pourrait prendre ou devra prendre et quelles sont les conditions qui seraient intéressantes pour que la coordination des parcours se mette en place. Donc, ce que je vous propose déjà, alors pour le cas d'intervention, c'est vraiment de s'interroger sur le sens de la loi. C'est une lecture, hein, on peut en avoir d'autres et c'est pour ça que ce sera intéressant d'échanger. En décliner des modalités d'organisation, parce que la coordination des parcours ne pourra se faire que sur une organisation spécifique. Et la loi, on va revenir dessus, précise un certain nombre de choses et peut-être que c'est intéressant de lire à travers les lignes comment l'organisation et comment la coordination peut se mettre en place. Et puis, bien évidemment, on va pouvoir travailler sur les conditions de réussite. Je donnerai mon point de vue sur les conditions de réussite, mais peut-être que vous en aurez d'autres et l'échange sera tout à fait intéressant. Et c'est pour ça que je vous sollicite beaucoup. N'hésitez pas à intervenir. Voilà. Alors, je vais essayer de respecter le timing, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis, bon, l'exercice est compliqué parce que on prévoit des choses, mais ça se passe jamais comme on a prévu, hein, c'est comme d'habitude. Donc déjà, on va passer par le contexte législatif et le cadre d'intervention, puis ensuite, on va se projeter dans l'organisation, c'est-à-dire comment l'organisation est en train de se mettre en place, ou en tout cas comment moi je vois qu'elle est en train de se mettre en place. Puis ensuite, on va faire un focus sur le référent unique, hein, puisque la loi reprend cette notion de référent unique, et voir quelle est sa mission et comment il va pouvoir mener efficacement la coordination des parcours. Puis on fera une petite synthèse à la fin, voilà, avec un timing que je vais essayer de respecter. Sylvie étant la maîtresse du temps, c'est elle qui va me cadrer là-dessus. Est-ce que ça vous va? Donc, on a mis, n'hésitez pas aussi, on a dit, bon, vous n'êtes pas nombreux, normalement on le fait par chat, mais vous pouvez aussi réagir par chat si vous le souhaitez. Voilà, après on mixera quand on pourra vous donner la parole quand vous avez posé une question. Et si c'est des questions au fur et à mesure, bah, je pourrais y répondre bien évidemment, ou on pourra échanger dessus. Juste, toujours pareil, quand je démarre le webinaire, on est toujours sur l'idée, c'est pas d'être critique sur la loi, ou parce qu'en fait, la loi, c'est la loi, ou sur un dispositif, c'est d'arriver, comme disait Madame Paul, de gérer le tiraillement. Le tiraillement, c'est qu'effectivement, le travailleur social, CIP ou autre, hein, ça peut être aussi le cadre qui s'occupe d'un service d'accompagnement ou une direction. On est toujours coincé entre ben, l'institution, la loi, le cadre d'intervention, et c'est notre cas aujourd'hui. On a de nouveaux éléments de la loi qui arrivent. Ces nouveaux éléments vont nous interroger et l'idée, c'est de rentrer dans une démarche réflexive pour se dire, bon, comment je peux, à partir de ce cadre-là, l'utiliser, mais également comment je peux garder euh, les autres éléments, je vais tout mettre, donc mes valeurs, pourquoi j'accompagne les personnes, pour que je sois en adéquation avec ce que je veux faire, avec mes engagements, puisqu'on fait un métier d'engagement quand même, l'intérêt des personnes, mais aussi leur stratégie, leur situation. Et puis, bien évidemment, les questions d'organisation. Alors, c'est le symbole de la direction, hein, mais aussi de pilotage qui vont permettre de donner les moyens d'allier tout ça. Donc, on est vraiment dans une logique où, de toute façon, on est dans un système où on est en permanence, ça bouge en permanence. Les tiraillements existent, c'est normal, et puis tant mieux.
L'idée, c'est d'avoir une réflexion autour de tout ça et de se dire comment je peux me stabiliser, ou en tout cas, quelle direction je peux prendre, compte tenu ben, qu'en fait, tout bouge et que ben, là, on a cet exemple, en fonction de l'institution et de la loi qui a été posée, ben, comment je peux la transformer, la bonifier pour rester dans un certain équilibre entre production, relation, ce qu'on dit, et démarche éducative, parce que, pédagogique, parce que l'accompagnement, c'est aussi la possibilité de travailler avec les gens, pour les gens et de les aider au mieux. Voilà. Donc la philosophie du webinaire, c'est vraiment d'essayer de rester au centre, à peu près dans les bonnes conditions et à peu près stable. Ça va ça? Donc on va démarrer sur le cadre. Alors je suis désolé, moi, je vais essayer de faire court. Après, si c'est trop court, vous me le dites. Si c'est trop long, vous me le dites aussi. Comme ça je m'adapte. Moi, j'ai tiré quelques textes de référence de la loi. Donc, c'est bien sûr la loi 2023 pour le plein emploi. Et j'ai identifié un certain nombre d'éléments qui peuvent nous aider, en tout cas, qui vont être un petit peu nos références sur ces affaires. Donc, ce qui m'intéresse, je ne vais pas faire la lecture dirigée, hein, ça n'a aucun intérêt. Mais disons que cette loi, elle propose bon, de renforcer les missions des acteurs avec deux éléments importants, donc l'organisation rénovée et puis une coordination plus efficiente. Je vais revenir sur les questions de définition de concept, parce que ça me paraît intéressant, mais disons que à ce stade-là, on voit que la loi a pensé une organisation, demande une coordination plus importante et enfin, plus efficiente, c'est-à-dire qu'on ait des meilleurs résultats, parce que l'efficience, c'est à peu près ça la définition, qu'on ait des meilleurs résultats sur un moindre effort. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, avec les mêmes types de ressources, avoir des meilleurs résultats, moi, c'est comme ça que je le lis. Et bien évidemment, ça passe par ces deux éléments-là qui, de mon point de vue, sont plutôt très, très reliés, hein. C'est-à-dire, une coordination ne peut pas se faire sans une organisation. La loi précise trois choses de manière très, très forte. C'est bah, c'est la gouvernance, hein, c'est les fameux comités de pilotage. Alors, on les a locales, départementaux, puis ça remonte jusqu'au national, donc des comités France Travail. La mise en réseau des systèmes d'information, je vais revenir dessus. Et puis la création de communs méthodologiques, c'est-à-dire, on va revenir dessus aussi, c'est la possibilité de travailler de la même manière, ou en tout cas avoir les mêmes références. Voilà. Euh, je vais compléter là-dessus, mais c'est vraiment ce qui a été posé. Et justement, la question qui va se poser, c'est que on parle beaucoup de gouvernance, de mise en réseau et de système d'information. Donc la loi a été très précise là-dessus, voire beaucoup plus précise que sur comment on fait sur le terrain pour coordonner les acteurs. Même s'il y a eu, si on le lit en travers, on va voir ça, on a quelques éléments. Donc, bon, vous connaissez tous la loi pour ce niveau-là. Pareil, renforcer la coordination, la complémentarité des acteurs pour pouvoir bah, faire un suivi. On va revenir sur la question de suivi, parce que là, on ne parle pas d'accompagnement, hein, on parle de suivi, et peut-être que suivi et accompagnement sont dans la tête du législateur deux choses relativement différentes. Bien évidemment, il faut avoir des services et pouvoir faire une évaluation. Donc moi, je relie ça avec la question des communs, c'est-à-dire que si on veut pouvoir évaluer les politiques publiques qui sont mises en place et leur efficacité, ben, il faut quand même que les actions, les pratiques soient à peu près cohérentes pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc on voit vraiment qu'on est dans un objectif de pilotage alors, au niveau national, avec leur déclinaison régionale, départementale, locale, parce qu'on a un comité national, un comité de pilotage national qui va pouvoir définir les orientations, évaluer les moyens et puis piloter d'en haut le réseau, donc donner les outils pour y arriver. Bon. Pour ça, la clé, c'est le système d'information, parce qu'en fait, et c'est peut-être un des éléments importants, on a travaillé sur le diagnostic commun. Peut-être que ce diagnostic-là n'est-il fait que pour, en tout cas, faire remonter son enjeu principal et de faire peut-être remonter les informations, mais il peut être aussi utilisé autrement, notamment pour la collaboration et la coopération entre les acteurs. Donc,
On revient sur quelques éléments. Je vais tout mettre comme ça, on est tranquille. Ah, pardon. Euh, L'idée, c'est que, en fait, encore une fois, on a plusieurs concepts qui sont mis ensemble et qui interrogent. C'est-à-dire qu'on a quand même, alors j'ai souligné, hein, le suivi continu des parcours d'insertion. Donc, il faut coordonner les compétences. Vous voyez, la coordination des compétences. L'objectif, c'est quand même de garantir un suivi continu des parcours. On aurait pu dire un accompagnement continu ou des parcours sans couture, ce qui était jusqu'à présent. Maintenant, on revient sur le suivi. Je vais revenir sur la notion de suivi parce que pour moi, ce n'est pas la notion d'accompagnement. Et on a un réseau qui a pour mission d'orienter et d'accompagner les demandeurs d'emploi. Donc on a ces deux notions-là qui s'entrechoquent, qui travaillent ensemble, voir comment on peut faire que l'un accompagne l'autre ou travaille avec l'autre. C'est ça qui est peut-être intéressant dans cette affaire. Mais effectivement, cette rubrique de coordination, alors bien sûr, on a le réseau pour l'emploi, on est d'accord que les opérateurs, c'est France Travail, Mission Locale, enfin, l'opérateur France Travail, hein, qui ne pas confondre avec France Travail, les missions locales, les organismes spécialisés, donc tout ce que vous représentez, les départements, d'ailleurs, oui, j'ai oublié, il était là. Et donc automatiquement, tout ça, ça doit se coordonner pour mieux travailler. On va voir un petit peu l'organisation qui peut être mise en place, mais on est vraiment sur un pilotage général. Et puis bien évidemment, encore une fois, on revient sur l'interopérabilité des systèmes d'information, parce que pas de coordination possible, pas de pilotage possible sans remontée d'informations. Et pour avoir des remontées d'informations qui soient cohérentes, il faut quand même qu'il y ait une certaine, j'allais dire, homogénéité des saisies d'informations. Et donc des pratiques, peut-être dans un certain sens, des pratiques professionnelles. Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup sur, encore une fois, le diagnostic et le contrat. La question de la coordination, c'est aussi la question de l'accompagnement. Et c'est un peu l'objet de ce webinaire et de ces réflexions. Encore une fois, interopérabilité qui est essentielle pour assurer la continuité du suivi des parcours, vous voyez, et d'un acteur à l'autre. Alors là, on a une question organisationnelle, je vais revenir dessus. Le suivi des parcours d'insertion d'un acteur à l'autre. De quel acteur il est question? Est-ce que c'est ces fameux acteurs en haut, c'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver avec des parcours qui vont passer enfin, des personnes qui vont passer d'un opérateur à un autre. Voilà, il y a des questions qui peuvent se poser sur la manière d'envisager l'organisation. Oui. Oui, excusez-moi, je me permets de vous interrompre. On a juste un souci. On avait prévu de le faire en collectif avec un projecteur, mais on a un souci de son. Du coup, Ah, on va basculer chacun sur son PC. Donc, vous avez des personnes qui sont en attente dans la salle d'attente du Zoom. Oui, oui, je viens de les accepter. Ah, ok. Merci. Merci. ok. Désolé. Pas de Non, non, problème. non, non. Voilà, donc c'est bon, tout le monde est accepté, Sylvie, je peux continuer? Tu peux continuer, Pascal, c'est bon. D'accord. Ouais, donc en gros, tout ça. Alors après, on a le SOC Common Service, hein, bon, des méthodologies, des référentiels partagés. Alors, on a l'unification des pratiques, pareil, et un suivi homogène des parcours. Donc, on voit bien que les systèmes d'information, là, pour le SOC, ça doit pas permettre de faire remonter l'information. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, en fait, on a l'impression que la loi définit très très bien au niveau macro comment le système s'organise et comment on attend que la coordination se fasse. Et a priori, c'est pas notre objet aujourd'hui. Notre objet, ça va être de travailler plutôt sur un niveau micro, puisqu'on voit qu'au niveau micro, on a un certain nombre d'éléments hein, qui disent que, ben, en fait, on va créer des référentiels, essayer d'harmoniser ou d'unifier les pratiques. On va réaliser aussi, je ne sais pas si vous avez vu des audits. En tout cas, il y a la possibilité pour les comités de réaliser ou de demander des audits des dispositifs, des structures pour essayer, alors je ne sais pas le rôle des audits, pour essayer probablement de les aider à travailler tous de la même manière, mais aussi pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis en outils. Maintenant, la question qui va se poser pour nous, c'est quel type d'organisation va être mise en place
au niveau local pour assurer, décliner cette organisation qui a été pensée plutôt d'un point de vue aujourd'hui macro. Est-ce que tout le monde est à peu près... Vous avez des remarques par rapport à ça ou on a la même lecture de la loi d'aujourd'hui et de ce qui est mis en place hein, actuellement? En tout cas, les préoccupations actuelles qui sont mis en, qui font l'objet de travaux. Je pense que c'est clair, Pascal. Oui, oui, tout à fait, Pascal. Ok, parfait. Donc je continue, juste pour dire, bon, j'ai posé quelques définitions parce que je pense qu'il faut quand même qu'on analyse un petit peu les concepts qui sont utilisés. Donc la coordination, ben, c'est l'action d'organiser et d'harmoniser les efforts. Là, ça tombe tout à fait bien dans ce qui était posé. Hein. Donc harmoniser les efforts et les éléments pour atteindre un objectif commun, synchroniser des activités, des personnes, des ressources de manière efficace pour maximiser leur efficacité, donc c'est bien l'efficience dont on parlait, minimiser les conflits et les chevauchements. Hein. On sait très bien que dans le système dans lequel on est actuellement, ben en fait, il y a des mises en concurrence entre ces structures ou entre dispositifs. On peut alors, se battre, entre guillemets, peut-être des fois des publics. Euh, et puis on sait aussi qu'il y a des perturbations, c'est-à-dire que la personne suit deux parcours en parallèle, on va revenir dessus, et puis ben, il peut y avoir des conflits, c'est-à-dire je propose moi, ex-Pôle emploi, je propose une formation à quelqu'un qui est accompagné déjà par une autre structure par le pli et ça met à mal le parcours parce qu'on avait prévu de travailler sur le projet, etc., des effets d'opportunité. Bon, on connaît tout ça, hein, les états généraux du travail social l'ont bien fait remonter, tout ce fonctionnement en silo qui fait que ben, en fait, ça crée de la perturbation sur la ligne. Donc effectivement, cette coordination qui va consister à se mettre ensemble pour travailler autour d'un objectif commun et éviter qu'il y ait conflit et chevauchement, je vais revenir dessus parce que c'est très important, on est bien dans le cadre de la loi. Alors ça va se faire au niveau des comités de pilotage et des comités France Travail pour éviter justement les chevauchements après constat. Mais, et c'est peut-être l'objet sur lequel, enfin, c'est l'objet sur lequel on va travailler, c'est aussi sur le terrain, comment on met en place ça pour éviter que le conflit arrive, que les chevauchements se mettent en place et qu'on puisse travailler de manière efficace pendant l'activité d'accompagnement, parce que les personnes accompagnées, une fois qu'on a constaté le conflit, ben, en fait, c'est trop tard. Donc, il y a deux dimensions. Il y a une dimension itinérée, c'est-à-dire au fur et à mesure, puis une dimension d'évaluation, c'est-à-dire on voit si on a réussi à minimiser les conflits, les chevauchements, à maximiser l'efficacité, etc., qui sera plutôt de l'ordre du pilotage au niveau, toujours pareil, enfin aux différents niveaux de travail. Voilà. La complémentarité maintenant, ben, en fait, c'est l'idée de dire, et moi, elle m'intéresse beaucoup cette notion, c'est-à-dire on a deux éléments, deux personnes en fait, comment ils font pour travailler ensemble, pour se compléter et pas se surrajouter. Euh, Comment on fait pour utiliser les compétences, ce qui sera aussi le cas pour les personnes accompagnées d'ailleurs, parce que on parle beaucoup effectivement de développement du pouvoir d'agir, mais le développement des compétences et l'utilisation des compétences des personnes, c'est quelque chose qui pédagogiquement est tout à fait cohérent. Donc l'idée aussi là, c'est pareil, c'est d'arriver à combiner les compétences pour que on ait un ensemble plus efficace, équilibré, qui permette d'obtenir les résultats. Vous voyez, on est vraiment dans la loi nous impose ces notions-là, et c'est tout à fait, moi, je trouve intéressant. Après, la question, c'est comment on fait, encore une fois, et qui le fait pour permettre ce travail-là au bénéfice des personnes accompagnées et puis dans un confort de travail pour les praticiens et les organisations. Euh, voilà, deux notions on en a parlé j'en ai parlé tout à l'heure, hein, suivi, accompagnement. La loi parle beaucoup de suivi. Donc, le suivi, c'est quand même l'action de surveiller, contrôler, vérifier le déroulement d'une activité. Alors, il n'y a pas de problème d'un processus hein, et d'une progression de personnes. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, donc, il va falloir regarder comment les parcours évoluent pour pouvoir piloter les parcours, regarder ce qui marche pas. On est vraiment dans le recueil d'informations. Là-dessus, il n'y a aucun souci.
Néanmoins, seul le suivi et le contrôle ne pourra pas faire, puisque on est sur de la a posteriori, hein, on va être encore une fois sur de la posteriori, c'est-à-dire je fais une évaluation de quels sont éventuellement les parcours qui marchent pas, etc., etc. Mais il doit s'associer à l'accompagnement, qui est quand même quelque chose qui est fondamental dans notre travail et qui doit permettre à la personne, alors on peut faire ça en collectif, mais disons pour nous, l'accompagnement individualisé, d'arriver au meilleur résultat en ayant alors, en offrant des conseils, des ressources, un encadrement personnalisé, oui, en ayant toute une méthode, tout un panel de compétences qu'on met au service de la personne pour qu'elle puisse décider, agir et obtenir ses résultats. Et là, encore une fois, on va avoir deux dimensions temporelles différentes. L'accompagnement, c'est le réajustement permanent et la préparation des actions pour obtenir le résultat. Parce que si on constate, et le suivi, le contrôle, je vais y arriver, c'est en fait pouvoir a posteriori comprendre ce qui s'est passé pour le réajuster. Euh, alors, si on parle des parcours, par contre, la question, ça va être de dire, parce que l'accompagnement, on peut avoir du contrôle, de l'évaluation, bien évidemment, c'est très intéressant pour le réajustement, mais en situation. Alors que le suivi et le contrôle, de mon point de vue au niveau de la loi, est plutôt pensé d'un point de vue macro, c'est-à-dire je prends tous les parcours, je les analyse, je prends les freins périphériques. Alors, comment on a pu, et encore une fois, c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, au contraire, ça peut être très intéressant. Regardez si sur le territoire, on a des solutions d'analyse pour résoudre les problèmes de garde, pour résoudre les problèmes d'emploi. On va revenir sur les expérimentations qui ont été posées. Mais disons qu'on on se situe peut-être pas sur le même niveau de travail et pas sur la même temporalité. En tout cas, dans la tête du législateur, il y a probablement quelque chose là qui est de l'ordre du décalage. Et la question, c'est comment on réajuste tout ça pour en faire un ensemble relativement cohérent, pour que accompagnement et suivi ne soient pas antinomiques et que ne viennent pas se contredire. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce que je viens de poser. Alors, moi, c'est pas une question, plus une remarque, Pascal, sur ce que Oui, tu disais, notamment sur des projets, peut-être en s'appuyant sur localement ce qui peut se faire pour résoudre des problématiques et des freins. Peut-être on aura l'occasion de l'évoquer, mais des choses, effectivement, se font peut-être localement alors qui font pas, qui, on va dire, symboliquement, règlent de petites difficultés ou à une échelle très réduite, mais qui, à étendre de façon beaucoup plus large, sont plus difficiles. mm, tout à fait. Tu prenais l'exemple des modes de garde, c'est un exemple assez frappant puisque nous, on a développé des solutions en termes de modes de garde localement. Et quand les choses veulent se faire de façon beaucoup plus large, ne serait-ce qu'à l'échelle du département, les difficultés sont un peu plus, enfin, c'est un peu plus difficile à mettre en place. Les raisons sont multiples, mais c'était un peu pour rebondir sur ce que tu disais sur cet exemple-là. Tout à fait. Non, mais c'est une vraie difficulté parce qu'en fait, c'est le micro-macro, en fait, en gros. Voilà. Au niveau du parcours individualisé, on va être sur une stratégie micro complète. Et la question, c'est qu'effectivement, ce qui peut marcher pour un individu dans une situation particulière, parce qu'on déclenche, on déclenche, et on va revenir dessus, une action parce que c'est le moment, et l'analyse qu'on va en faire, alors la préparation, etc., je vais revenir dessus, mais en tout cas, l'analyse qu'on peut en faire, c'est que ça a fonctionné au niveau individuel. C'est pas forcément une règle de fonctionnement au niveau macro. Ouais. Ouais, c'est très souvent même difficile. Après, on peut mettre le facteur on peut mettre le curseur, pardon, sur plusieurs facteurs, Oui, euh, tout à fait. à commencer par la volonté qui doit venir, puisque ces lois sont faites aussi par nos politiques. Exact. Je dirais que le point d'ancrage et le démarrage, il se fait d'abord par le politique. Tout à fait. Et peut-être que l'intention du législateur est une intention spécifique dont je ne voudrais pas débattre ici parce que ça n'a aucun intérêt. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait nous?
Et effectivement, on voit bien que la question du contrôle et du suivi à des fins de pilotage, eh ben, en fait, elle s'interroge par rapport à l'individualisation qu'on peut en faire et comment les allers-retours peuvent être bonifiants parce que être intéressants d'un point de vue pour tout le monde. C'est-à-dire, je peux avoir une analyse intéressante de ce qui se passe et en déduire, mettre en place peut-être des actions et regarder comment ces actions peuvent se décliner au niveau local pour qu'elles soient efficaces. Maintenant, c'est quand même deux échelons qui sont très différents en termes peut-être même de vision du travail. Ouais. Ouais. C'est sûr, hein, quand on a une vision macro, la question, c'est qu'on aimerait bien que en fait, les choses se résolvent d'un point de vue global. Voilà, qu'on en tire pas des lois universelles, mais en tout cas qu'on en tire des conclusions qui permettent de bien piloter. C'est tout Et l'enjeu de cet arbitrage entre le macro et le micro, où nous, on fait un travail de dentelle c'est ça. et on a par moment le sentiment de dispositif ou de réflexion un peu, expression à la mode, un peu hors sol. Un peu, oui, un peu pas au même niveau, effectivement, c'est une évidence. Tout à Peut-être fait. que le départ est bonne, mais la réalisation, Oui, on voilà. va dire ce qui est vrai d'un point de vue macro n'est pas forcément vrai d'un point de vue micro. Voilà. D'ailleurs, je te dirais que plutôt c'est la réalisation souvent que plutôt l'idée. L'idée est souvent Tout à le fait. départ. Ouais. Bah, c'est un peu ce qu'on va voir, c'est-à-dire que comment on peut, parce qu'en fait, bon, le niveau macro s'est mis en place, le partage des informations se met en place, la question encore qui se pose, c'est comment, avec tout ça, parce que c'est tout à fait intéressant, hein, on va revenir peut-être sur la question, par exemple, de Dora, où on veut partager les informations et les actions, ça peut être tout à fait intéressant d'avoir accès à l'information, la question, c'est comment on va l'utiliser, quoi. Hmm. Ok. Alors, je continue si vous voulez, donc sur les déclinaisons alors, organisationnelles, techniques, parce que dans cette partie, ce que je vous propose de voir, c'est que, en fait, c'est ce qu'on disait hein, avec Saïd, c'est que là, on est sur le plus fin, on va redescendre progressivement sur le plus fin, et on va regarder, de voir, parce que la coordination ne peut pas se faire sans une organisation, sans une enveloppe qui va l'aider à travailler, mais aussi sans technique, sans vision méthodologique, et bien évidemment, et posturale, puisque ça c'est ce qu'on défend depuis le début. Et donc, effectivement, il faut un environnement aussi pour que le référent puisse travailler ou que l'équipe référent, encadrant, direction puisse travailler dans de bonnes conditions. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir maintenant, si vous voulez bien. Alors, déjà, quelle est l'organisation qui se décline, qui est pensée? Bon, il n'y a rien de révolutionnaire, mais je voulais quand même revenir. Alors, j'ai fait un petit tableau comme ça. Parce que au début, je l'avais opposé, vous savez, avec la démarche de référent de parcours, puisque les États généraux du travail social ont dénoncé, les associations des personnes accompagnées ont dénoncé la logique de silo. Vous savez, la logique de silo, j'en ai parlé au début de l'intervention, c'est une logique qui consiste à accompagner une personne du début jusqu'à la fin, en ayant ben, en fait, sur sa spécialité, l'apprenant sur sa spécialité, sans forcément aller voir ce que font les autres. Mais la question du silo, c'est que en fait, j'ai aussi une autre personne, un autre professionnel, qui accompagne aussi la personne sur sa propre spécialité. Et ça ne communique pas entre eux. Et donc, les personnes sont sollicitées à droite, sont sollicitées à gauche, mènent plusieurs parcours en même temps et ben, en fait, du coup, on a l'impression de pas avancer et même sont dans les injonctions contradictoires permanentes. Donc, les États généraux du travail social, les associations de personnes accompagnées avaient dénoncé ce travail-là et la démarche référente de parcours était une démarche une tentative qui devait essayer de casser ces histoires de silos. Je vais revenir dessus. Là, on a l'impression, mais j'ai l'impression qu'on revient quand même sur une notion de silo. Euh, Par contre, on essaie de le corriger par les types de publics. C'est-à-dire qu'en fait,
que ce soit, alors là j'ai pris les grands, les grands opérateurs, bien évidemment, hein, mission locale, département, Cap Emploi, l'opérateur France Travail, et ça négocie en ce moment sur le type de public, puisque a priori la mission locale, ça sera plutôt les jeunes très éloignés de l'emploi. Les discussions sont en cours, c'est de la projection. Le département, bon, c'est le public adulte RSA, donc si j'ai un jeune qui est au RSA, il sera plutôt accompagné par la mission locale. Le Cap Emploi, bon, c'est les publics TH. Et puis après, bon, dans l'opérateur France Travail, là, on ne sait pas trop, vous voyez, on est encore dans tout type de public. Ça veut dire que déjà, si je prends les SEG, parce que là, j'ai pas mis les SEG, mais l'opérateur France Travail travaille sur les SEG. Il y a quand même ce petit conflit entre la mission locale et l'opérateur pour savoir les typologies de public de ce qui vont rentrer dans le SEG. Alors, est-ce que là, on va mettre dans l'accompagnement global, on va mettre les jeunes qui sont les moins en difficulté, puis là, les plus en difficulté? Ça peut être une spécialité des missions locales, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, on voit qu'on revient peut-être quelque part. Alors à chaque fois, on a ici des conseillers, des référents, mais on voit que quand même, on revient sur cette question de travail par type de public. Donc, on n'a pas encore résolu la question du silo, en tout cas au niveau organisationnel. Chaque structure a des prestations internes ou des actions qu'ils mettent en œuvre. Alors bon, France Travail, il y en a plein. Cap Emploi, maintenant, c'est à peu près les mêmes que France Travail, mais ils ont des activités qui sont des activités spécifiques, hein, bien évidemment. Bon, pour le département, c'est les actions du PDI. Pour la mission locale, c'est des prestataires internes. Puis après, il y a tout un volet. Alors, vous m'excuserez pour les plis, hein, que j'ai pas cité en exemple. Et puis après, il y a des ressources qui sont mutualisées, ou en tout cas des ressources qui sont portées par des structures qui sont souvent à multiples financements et qu'on peut utiliser en fonction des besoins. Bon, bien sûr, il y a tout le volet social, mais il va y avoir aussi des actions de droit commun. Bon, dans la nouvelle organisation, toute personne qui est au RSA ou en PACEA ou en SEG sera demandeur d'emploi automatiquement et donc pourra utiliser les actions de droit commun financées par l'opérateur France Travail. Euh, il n'en sera probablement pas de même pour des demandeurs d'emploi qui ne seront pas au RSA pour pouvoir accéder aux actions du PDI, par exemple. Mais la question de la coordination et de l'efficience se pose, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'une action sur le projet professionnel demain et que je n'ai pas dans les actions que me propose mon opérateur ça, est-ce que je pourrais aller chercher des actions chez mes collègues opérateurs, mais ailleurs? C'est une bonne question. Donc peut-être une organisation peut-être par type de public, qui risque de nous remettre dans un fonctionnement plus silo, enfin nous remettre, nous poursuivre dans un fonctionnement de silo, parce que c'est vrai que les expériences de référence de parcours qui ont donné des bons résultats en termes micro n'ont pas été validées au niveau macro. Donc, un organigramme moi, que j'ai posé comme ça de fonctionnement, simple. Donc, un comité de pilotage qui va superviser un organisme référent. Alors, on va voir, hein, c'est les organismes référents, mission locale, etc. La personne est orientée sur cet organisme référent qui va nommer un référent unique, qui lui va être chargé de faire le diagnostic, le plan d'action, le contrat d'engagement. Alors, le contrat d'engagement réciproque, dynamique, il sera probablement dynamique, puis qui va utiliser bien évidemment des accompagnements ou des actions diverses et variées en termes de méthodos selon le projet de parcours, on va revenir dessus, mais en tout cas qui peut travailler sur plusieurs actions et les utiliser. Après, la question, c'est quelles sont les actions qui vont pouvoir être à disposition du référent unique pour organiser, puisque c'est son travail, le parcours. Si on va un peu plus loin dans l'organisation et dans l'économie des ressources, je reviens dessus. Donc, on va avoir plusieurs organismes référents, là, j'en ai mis que deux,
qui devrait fonctionner de la même manière. Donc, un organisme référent qui nomme un référent unique qui ensuite va utiliser les ressources du territoire, soit les ressources propres financées par l'organisme dont il fait partie, soit des ressources qui seront mutualisées. Alors, je voulais faire une petite animation, mais je n'ai pas réussi parce que la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir utiliser les actions propres de l'un pour le parcours de l'autre? Ça, c'est en termes de coordination, de mutualisation, je trouve que c'est tout à fait intéressant. J'ai pas, pour l'instant, je suis pas sûr que les conventions le permettent aujourd'hui. Je sais pas si on a des départements ici, hein, peut-être que vous pouvez intervenir là-dessus. Mais en tout cas, ça pose des questions intéressantes en matière d'efficience. Je marque une pause pour les remarques, peut-être, éventuelles. Oui. Est-ce que certains d'entre vous ont des exemples à donner peut-être sur leur territoire? Non, simplement, Cécile Jacob du département de l'Ain. Pour répondre à votre question, Pascal, il me semble qu'effectivement, nous, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse mutualiser les ressources, notamment les ateliers entre partenaires et notamment France Travail. Bon, il est évident que toutes les personnes bénéficiaires du RSA seront inscrites à France Travail, donc pourront bénéficier des ateliers proposés par l'opérateur. Mais l'idée, c'est bien qu'on mutualise. En tout cas, sur le département de l'Ain, dans la construction des différents parcours, il est question de pouvoir mutualiser. D'accord. Donc ça se fera dans les deux sens, alors du coup. Oui, Bon, super, très bien. Donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités à un référent pour pouvoir organiser le parcours, puisque en fait on va démultiplier les possibilités d'action. oui, on est en train d'expérimenter sur deux territoires, peut-être même la caméra. On est en train d'expérimenter sur deux territoires avec Dora notamment, c'est-à-dire inscrire sur Dora les différents ateliers pour que les personnes puissent être positionnées en fonction des différents partenaires. Donc là, c'est le tout début, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger et partager bah, dans le cadre de la loi. De toute façon, il y aura les 15 à 20 heures obligatoires. Il faut qu'on puisse aussi proposer une offre de service. Hein. C'est pas évident, seul. Oui, tout à fait. Oui, alors, moi, j'ai fait une intervention il n'y a pas tellement longtemps sur les 15-20 heures avec Sylvie, justement, et puis sur Idealco aussi. Effectivement, l'appareil, les 15-20 heures, ça peut être extrêmement intéressant de travailler sur cette base-là parce que ça oblige quand même à réfléchir sur les parcours et les activités qu'on va proposer. Ça permet de valoriser aussi les activités qui sont faites par les personnes. Et effectivement, en mutualisant les actions, ben, automatiquement, on peut offrir plus de services. C'est ça. Attention néanmoins à la posture qui consisterait à penser que c'est à la structure d'accompagnement, je vais le prendre comme ça, de réaliser les activités, enfin de proposer des activités de service. J'ai vu ça moi sur certains départements, sur certains petits territoires d'expérimentation, où assez rapidement, on se retrouve à court d'action. Mhm. Et puis après, encore une fois, faut-il que les actions, quand elles sont proposées, correspondent et du sens pour les personnes. Parce que sinon, c'est pas proposer les actions pour les actions. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants à travailler. Et effectivement, Dora est un outil tout à fait pertinent, tout à fait intéressant pour avoir accès aux informations. Encore, la question micro, c'est comment je l'utilise et comment j'aide la personne à choisir les actions qui correspondent à ce qu'elle attend au moment où elle l'attend. Voilà. Ça nécessite effectivement un diagnostic déjà de l'offre de service sur chaque territoire. Hein. C'est-à-dire Ouais, que, voilà, mettre à plat tout ce qui existe et ce qui manque pour que ce soit construit et proposé. Donc, ouais, c'est la première étape. En tout cas, on est là-dessus. ouais, complètement, complètement. Donc on voit bien que quand même, il y a, il y a, il y a un effort, une capacité de mutualisation, de mutualisation des ressources qui est très intéressante. Euh, alors on va maintenant, on va revenir sur le référent. La question, c'est comment je m'en saisis, parce que j'ai un exemple, alors par exemple sur des territoires où
il y a beaucoup d'actions. Je vais prendre le territoire parisien, par exemple, le département de Paris. C'est un territoire où il y a énormément d'actions qui existent. Et on voit bien que les professionnels, en fait, ont tendance, pour certains, à se recentrer sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a trop d'informations, il y a trop de possibilités. Et donc, en fait, ils travaillent toujours avec les mêmes actions parce qu'ils les connaissent tout simplement, hein. L'être humain a horreur de l'insécurité. Et donc, du coup, il y a aussi tout un travail à faire pour faire connaître, pour identifier les partenaires, etc., etc. Je vais revenir dessus. C'est un travail de fond qui doit être fait en permanence pour permettre d'utiliser pleinement la mise à disposition des ressources. Je ne suis pas sûr que Dora suffise à ce niveau-là, mais c'est un outil très intéressant et indispensable. Il y a toute une animation derrière, peut-être même derrière toute une méthodologie à avoir pour pouvoir identifier assez rapidement les actions du territoire qui peuvent correspondre à l'action que dont la personne a besoin. Pour moi, le travail par objectif, bon, peut-être on en pourra en parler, mais le travail par objectif, c'est un petit peu la clé du succès dans cette affaire-là, c'est-à-dire mettre en relation un objectif d'étape ou d'action qui a été déterminé par la personne et un objectif d'étape ou d'action qui a été identifié par l'opérateur et formalisé par l'opérateur. Ça peut être une des clés de travail. Alors, juste quelques retours sur le département expérimentateur, parce que c'est toujours intéressant, mais Cécile, vous êtes aussi département expérimentateur, donc moi j'ai pris les trucs un peu globaux que j'ai trouvés. On a... Mais pas, hein. L'un est pas expérimentateur. vous n'êtes pas expérimentateur, ah Non, pardon, excusez-moi. pas de souci. Bon, alors du coup, je suis en roue libre, du coup, c'est parfait. Donc, l'idée, bon, il y a eu des approches qui ont été différentes et relativement combinées, hein. Donc, on a une approche, alors l'approche guichet avec interlocuteur unique, c'est une approche en fait qu'il faut comprendre comme mise en coordination renforcée de l'accueil, orientation, hein, diagnostic, bien évidemment, hein. C'est pas le guichet unique comme on pourrait l'envisager. Donc, en fait, on regroupe, on centralise autour d'un interlocuteur unique chaque allocataire, hein, c'est bien la question du référent. Le diagnostic personnalisé, on en a beaucoup parlé, donc il y a beaucoup de travail autour de la question diagnostic. Attention, moi j'alerte un peu sur la question de ne pas confondre questionnaire et diagnostic parce que c'est pas la même chose. Recueillir de l'information, c'est très bien. Ça permet de faire remonter les informations. Derrière, pédagogiquement, ce diagnostic, comment on va l'utiliser, ou cette séance de diagnostic, comment on va utiliser pour que la personne puisse identifier sa situation. Et derrière, comment on en tire un plan d'action et donc un projet de parcours. C'est un vrai sujet, mais c'est peut-être pas l'objet d'aujourd'hui. Donc, les 15-20 heures dont on parlait, hein, il y a eu beaucoup de décès sur les 15-20 heures, c'est, moi, je pense, tout à fait intéressant. Et puis, bon, la collaboration avec les entreprises locales, mais surtout le partenariat avec les acteurs locaux de l'insertion. Donc, ce travail de connaissances communes, d'identification de qui fait quoi, et comment on peut intervenir, à quel moment sur les parcours. Voilà, c'est des sujets qui ont été travaillés, alors, de différentes manières, mais en tout cas, c'est voilà les tendances sur lesquelles que la loi déclenche. Le retour des départements, on en a posé trois essentiels. Donc d'abord, ben, et je pense que c'est un effet aussi des obligations de 15-20 heures, c'est-à-dire que on a quand même une augmentation alors, significative des taux d'insertion, c'est ce qui est marqué dans les textes du département, enfin, de l'État. 42% ont retrouvé un emploi, dont 16% ont obtenu un emploi durable. Alors, j'ai pas la période, j'ai pas la nature des emplois, etc., etc. Mais a priori, ça a un effet direct sur les taux d'insertion. Alors, juste une petite expérience que j'ai travaillé avec un pli, où on est passé du pli d'un rendez-vous une fois par mois à deux fois par mois, d'accord, avec une obligation comme ça, il fallait les voir deux fois par mois, et on a vu qu'en les voyant deux fois par mois, ben en fait, les taux de sortie positive augmentaient mécaniquement. Pourquoi? Parce que les gens sont en fait sollicités, sont plus dans une meilleure dynamique,
Et je pense que les 15-20 heures, c'est à ça que ça peut servir, créer une dynamique intéressante, permettre aux personnes d'être sollicitées, de se reprendre une dynamique de travail, un rythme, de voir avancer son parcours. Et bien évidemment, ça aura un effet mécanique sur les sorties emploi. Bon, deuxième retour des départements expérimentateurs, ben, les obstacles sociaux qui persistent, hein, et comme on disait, qui nécessitent d'adapter l'offre au territoire. Donc là, ben, comme disait Saïd, la question c'est comment on fait. Bon, les obstacles sociaux, on verra tout à l'heure peut-être sur la manière de les appréhender, mais il y a peut-être quelque chose à faire en termes d'approche. Néanmoins, effectivement, bah, il y en a toujours les mêmes types d'obstacles, hein, santé, garde d'enfants, mobilité, etc., etc. Dans une question dynamique, il y a tout un travail à faire sur. Et le point qui nous intéresse le plus, c'est que, en fait, l'accompagnement par les référents uniques, il a été plébiscité comme facteur clé de succès. Voilà. Alors, nécessite une augmentation des effectifs? C'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, dans les conditions de budget qui nous sont attribuées, il y aura une grosse augmentation des effectifs. Donc là aussi, rechercher peut-être dans l'organisation d'arriver à rester efficace sans augmentation de moyens pour augmenter l'efficience. C'est un peu le sujet sur lequel moi je vous propose de travailler, puisque l'organisation du travail va sans doute être la clé du succès. La question du référent unique, pour revenir dessus, c'est que bon, j'ai repris la loi en fait, vient compléter un tout petit peu la loi de 2008 avec son extension en 2009. Ben, c'est qu'en fait, le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Il faut pas l'oublier. C'est quoi son attendu? Et donc, il a le droit à un accompagnement qui est complètement adapté et puis qui est organisé par un référent unique désigné au sein de l'organisme référent. Donc, chaque organisme référent doit désigner un référent unique. Et la loi, d'après moi, ma lecture, c'est qu'il n'y aura pas deux référents uniques. Il y aura un référent, c'est l'interlocuteur auprès duquel, et on va voir ça, il peut s'appuyer pour pouvoir mener son projet. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que la question de la mutualisation des ressources, c'est que je suis bénéficiaire du RSA, j'ai un parcours social, en tout cas identifié comme social. Bon, mon référent unique, est-ce que ça doit être le travailleur social? Ou est-ce que ça peut être le référent unique socio-pro, par exemple? Est-ce que ça doit poser problème? Est-ce que le fait de changer de référent m'insécurise plus que le fait de garder le même référent, même si ce n'est pas sa spécialité? Et est-ce qu'un référent unique, il doit être forcément spécialisé sur le sujet sur lequel il travaille? C'est toutes des bonnes questions de mon point de vue qui permet de travailler. Alors quand je dis unique, j'ai fait exprès ici, c'est qu'en fait, en 2008, référent unique, on l'avait interprété, on l'avait vu interprété comme le seul référent de la personne, logique tuyau d'orgue. C'est-à-dire, j'accompagne la personne de A jusqu'à Z. Euh, Dans ce travail-là, on est bien d'accord qu'on va revenir dessus, mais le référent unique, c'est celui qui organise l'accompagnement et pas forcément celui qui le met en œuvre. Donc, la loi, j'étais pioché. Ça va ça? Sur ce sujet-là, bon, rien de neuf sous le soleil, sauf qu'effectivement, on voit que l'organisation, c'est l'organisme référent. J'ai été pioché parce qu'en fait, il y a pas, il y en a un peu de partout, mais j'ai été pioché donc les activités du référent dans la loi. Et donc, au fur et à mesure, on voit arriver, j'ai essayé de faire une synthèse, on voit arriver son travail, en fait, en gros. Et son travail, c'est quoi? C'est alors un, deux, trois, bon, j'ai essayé de le mettre dans l'ordre, hein. C'est bien sûr faire le diagnostic global de la situation. On va revenir sur la question du global, mais en tout cas, le référent unique, il reçoit la personne, il fait le diagnostic. Ensuite, il élabore conjointement avec la personne, alors le PPAE ou le contrat ou le projet de parcours. On va parler plutôt de plan d'action d'ailleurs maintenant. Projet de parcours, plan d'action, bon, peu importe.
Je pense que de toute façon, on va revenir dessus, c'est toujours la même chose. Ensuite, il élabore le contrat d'engagement. Alors, réciproque, dynamique, je pense qu'on va plutôt aller sur le dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que c'est un contrat qui se réactualise assez régulièrement et qui se réajuste en fonction de l'état d'avancement du travail. Puis ensuite, ben, il organise donc le parcours, on vient de le voir. Il coordonne les interventions sociales et professionnelles, d'accord, dans ce qu'on vient de dire, c'est dans les intervenants. Et puis ensuite, il appuie aussi les décisions et les actions menées, je vais revenir dessus, par les bénéficiaires tout au long du parcours. Donc en gros, il suit le parcours, il aide à la création de ce plan d'action, il l'organise, il coordonne et il fait tout le suivi et il accompagne la personne dans ses prises de décision, dans la mise en place des actions, etc. Ça va là-dessus? Donc, on peut dire que le référent unique a quand même une position tout à fait spécifique dans ce travail-là, dans le travail d'accompagnement et dans l'écosystème d'insertion sociale et professionnelle, et ou professionnelle. Juste, je fais un petit détour sur les modèles pour penser les parcours, parce que euh, il y a aussi, on parlait des questions d'organisation, mais il y a aussi des modèles de pensée qui vont entraver, en tout cas rendre difficile cette organisation et la faisabilité de cette organisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai recensé trois modèles de façon d'envisager les parcours et de les penser. Et il y a des modèles où c'est très compliqué, si on raisonne comme ça, c'est très compliqué de mettre l'organisation dont on est en train de parler. Le premier modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle linéaire, hein, c'est-à-dire on va faire une chose après l'autre. Dans ce modèle, je vais revenir dessus, mais en fait, on va travailler la question de la mobilité, hein, que vous connaissez bien, c'est-à-dire que la personne vient avec dit, bah, je veux bien aller travailler, mais je ne peux pas me déplacer. Hop, on va travailler d'abord la mobilité en attendant que la personne ait fini, obtenu son permis, obtenu sa voiture pour pouvoir derrière aller travailler. Bon, ça c'est un exemple très simple, mais on peut parler de l'exemple de l'employabilité. On attend que la personne soit employable pour la présenter aux entreprises. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle linéaire. Après, on a le modèle global, l'approche globale. L'approche globale, c'est en fait, on prend en compte la totalité de la situation de la personne, on voit des éléments qui dysfonctionnent, sur lesquels il faut travailler, et on va travailler tout en simultané, c'est-à-dire tout ensemble. Et je vais appuyer un peu sur ce modèle-là parce que si le premier modèle, on a vu que ça marchait pas très très bien, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être on pouvait grossir les freins, en tout cas, si les personnes ont peur d'aller à un résultat ou de changer, ben, en fait, ils vont peut-être pas réussir à travailler la première pour éviter d'aller à la deuxième, voire ils vont pas réussir à aller à la première parce qu'ils perdent le sens de pourquoi ils le font. L'approche globale pose également problème parce qu'elle a, en termes d'organisation et en termes de travail, elle a un risque de surcharge. Et puis, le dernier modèle sur lequel, c'est le dernier, c'est celui sur lequel nous, on préfère aller, c'est le modèle systémique, c'est-à-dire on a identifié les problématiques de la personne. La personne est dans une situation systémique avec des activités, des éléments qui rentrent en compte les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle a un problème de voiture qu'elle ne peut pas aller travailler, mais le fait qu'elle ne travaille pas a eu un effet sur sa santé, qui a eu un effet sur sa perte de permis, et qui en même temps fait qu'en même temps, ben, comme il n'a pas le permis et qu'il n'a pas d'emploi, il a du mal à se mobiliser pour repartir dans un système dynamique. D'accord? Donc, on va choisir le périmètre, c'est-à-dire on va simplifier la complexité. On ne va pas oublier les effets d'impact, on va les mesurer, on va les évaluer, mais en même temps, on va aider la personne à modifier son système, passant d'un système plutôt, je dirais, vicieux, c'est-à-dire un système qui l'embarque dans quelque chose qui n'est pas attendu, à un système vertueux, c'est-à-dire quelque chose qui la remet en dynamique. Pour illustrer mes choses, bon, le système linéaire, hein, c'est ce que j'ai mis là. On a un objectif, puis en fait, on va mettre en place un parcours. On va travailler d'abord la santé, puis la mobilité, puis le projet professionnel, puis l'emploi.
Ça, on sait garanti qu'en fait, on risque de ne pas passer le cap de la première partie. Et donc, automatiquement, dans ce système-là, pour revenir sur l'organisation, ben, en fait, là, on a des mini-parcours, vous voyez. Et donc, la problématique de santé va être. Excusez-moi, attendez, hop, je reviens. La problématique de santé va être traitée par un référent santé, puis la problématique de mobilité va être traitée par un référent mobilité, puis, et donc, on va se passer la personne, pour peu que ça avance et que ça marche d'ailleurs, de l'un à l'autre. Là, on est d'accord que là, on est sur le concept d'employabilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fait tout ça, elle est employable et donc le chargé de relations entreprise ou l'accompagnateur professionnel peut commencer à travailler. Ça, c'est le problème linéaire, c'est le système linéaire. On voit bien qu'on a un mode d'organisation qui est lié à la façon de penser le parcours. Le deuxième, c'est bien le global. Donc le global, on a vu qu'on a un problème de santé, de mobilité et d'emploi, par exemple. Et en fait, on va mener les parcours en parallèle. Donc là, c'est pareil. On va se retrouver avec un référent santé, un référent mobilité, un référent emploi, qui vont mener, ça c'est le tuyau d'orgue, hein, parce que là, je l'ai pris de manière horizontale, mais si on le met en vertical, on se retrouve avec les tuyaux d'orgue, qui vont travailler chacun en parallèle, avec effectivement certainement des tentatives de coordination, ça peut être intéressant, qui prennent du temps d'abord, mais qui peuvent être animés par un facilitateur ou par quelqu'un ou un de ceux-là ou un autre qui vient, ça peut être le rôle du référent unique. La seule difficulté avec ce type d'organisation, donc on voit bien que là, on a un type d'organisation qui est induit. La seule difficulté avec ce type d'organisation, c'est que vous voyez que, en fait, ça fait une grosse charge de travail pour la personne accompagnée. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, chacun ayant sa vision de qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Celui qui s'occupe de la santé aimerait bien que la personne trouve du travail pour aller mieux. Et celui qui s'occupe de l'emploi aimerait bien que la personne aille mieux pour trouver du travail. Et donc, en fait, on se retrouve dans cette complexité et on a du mal à la gérer puisque chacun voit midi à sa porte, ce qui est tout à fait logique, et a des difficultés pour comprendre comment on va articuler tout ça. Le dernier volet, c'est le volet systémique, c'est-à-dire que là, dans le volet systémique, vous voyez, on a un parcours avec un objectif initial qui a été identifié par la personne au moment où elle a démarré, c'est-à-dire ça peut être l'emploi, la santé, le logement, peu importe. On va mettre en place un parcours qui doit lui permettre d'arriver au résultat. Puis en fait, à chaque fois qu'on démarre quelque chose, on va regarder les possibles et on va aider la personne à choisir parmi ces possibles, ben, en fait, les objectifs potentiels. Vous voyez, on peut arriver n'importe où sur l'objectif, mais on a un objectif et pas 36 objectifs qu'on va mener en même temps. Là, dans ce cas-là, bien évidemment, toute opportunité ou toute menace, tout risque, ben, va pouvoir dévier l'objectif. Et ben, en fait, il y a quelqu'un qui va, et je vais revenir sur la notion de référent unique, on a les opérateurs, puis on a quelqu'un qui va s'occuper de la gestion de l'accompagnement du parcours, c'est-à-dire la gestion du parcours de A jusqu'à Z avec tous les aléas que ce parcours représente en conservant le cadre d'intervention. Donc, ça va sur les modèles de pensée? Parce que les modèles de pensée, si on pense le parcours d'une manière ou d'une autre, encore une fois, on a un modèle d'organisation dans la tête. Et ce modèle d'organisation va permettre, faciliter la coordination, la rendre plus difficile, ou en tout cas, la coordination ne se mettra pas en place de la même manière. Alors, ce que je veux, s'il n'y a pas de questions, de remarques par rapport à ça, Je pense que c'est clair, Pascal, et je me permets de te dire qu'il te reste 35 minutes. mais je suis. Non, pas de problème. Je vais m'en sortir. Je te remercie de mettre du temps. 35 minutes, ça ira avec les questions et les réponses. Je pense qu'on pourra y arriver. Alors maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est quelques règles. Donc vous avez compris que ma préférence va sur le modèle systémique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il permet de créer de la dynamique, permet de rester avec la personne et il permet de faire évoluer le système sans, sans le contrecarrer. Et il permet de s'organiser beaucoup plus facilement. Donc si je suis référent unique et je travaille en systémique,
Il y a quelques règles qu'il va falloir que j'utilise. Je crois que j'en ai 6 à peu près que je voudrais vous partager. La première règle, c'est d'abord formaliser le qu'est-ce qu'on fait. Donc, en fait, formaliser le parcours, en gros, hein, vous avez compris. Donc là, le parcours, pourquoi? Parce que le parcours, c'est le cadre d'intervention. Alors, bien évidemment, quand on est en accompagnement, ben, l'idée, c'est d'aider la personne à construire son projet de parcours et donc faire l'analyse de sa situation, décider du sujet, de l'objectif ici sur lequel elle a envie de travailler, d'identifier la méthode, l'organisation qui va lui permettre d'atteindre ce résultat, hypothèse de travail qui va bien évidemment évoluer. Et donc on voit bien, et c'est un petit peu l'objet de ce schéma-là, c'est que le cadre d'intervention, c'est ce qui va sécuriser la personne, c'est ce qui va permettre la collaboration et également la collaboration avec les autres. Hein. Et donc ça, formaliser le quoi faire dans une suite logique, donc le projet de parcours, le plan d'action, dit la loi, ben en fait, c'est l'élément fondateur du travail collaboratif. Et donc de la coopération et de l'organisation. Donc, j'ai une planification, une organisation, un objectif, un périmètre. Donc, en systémie, on aura un périmètre, hein. Si on travaille sur l'emploi, comme c'est le cas ici, ben, on va travailler sur l'emploi. On aurait pu mettre, vous voyez, obtenir le permis. On peut avoir des éléments sociaux qui viennent au niveau du parcours, ce n'est pas le problème. Mais cet élément social, il a été identifié par la personne comme étant un élément qu'il faut qu'il travaille pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Il y a d'autres éléments ils vont pouvoir travailler en parallèle, ce qu'on appelle nous les axes de progrès, mais on a un périmètre bien détaillé. Donc on a un cadre d'intervention. Ça, c'est le premier élément. Sans cadre d'intervention construit par la personne, accepté par la personne, réfléchi par la personne et porté par la personne, et c'est tout le travail de démarrage, ben en fait, on va avoir du mal à s'organiser, collaborer, se coordonner. Ça va ça? Le deuxième, c'est identifier qui fait quoi. Donc là, j'ai pris, bon, c'est un vieux schéma qu'on avait fait, c'est une organisation matricielle en fait, hein. Vous voyez, dans le tuyau d'orgue, l'assistant social, il va suivre son projet. L'accompagnateur, on est dans une logique emploi, le médecin, bon, j'en ai déjà parlé. On est dans une logique de service. Cette logique de service, ou cette logique de dispositif, hein, ça peut être, on peut l'envisager comme ça. C'est une logique qui existe et qui n'a pas à être remise en cause. Ce n'est pas le problème. Elle existe, elle est là, elle est indispensable. Et c'est une très bonne logique. La seule chose qu'elle a, c'est qu'en fait, elle s'oppose à la logique de parcours, c'est-à-dire de projet. C'est-à-dire que pour moi, si je suis pilote de parcours référent unique et que j'aide la personne à bâtir son projet, elle aura peut-être besoin de l'assistant social, mais peut-être du médecin. Et puis sur un autre projet, parce que ça, c'est certainement un projet de parcours social, peut-être avec objectif santé, avec des problématiques administratives, mais je vais avoir aussi un projet où là c'est plutôt l'emploi ou la formation. Vous voyez, j'ai besoin d'un formateur, j'ai besoin d'un accompagnateur, j'ai besoin d'un assistante sociale pour mener le projet. Donc j'ai des ressources à disposition et on voit bien que chaque parcours, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'individualisation, chaque parcours est spécifique, hein, comme un projet. C'est-à-dire, il a un objectif, il est spécifique, il ne peut pas se reproduire à l'identique. C'est pour ça que les parcours types, moi, je ne suis pas un fan du parcours type, parce qu'on ne pourra pas appliquer du taylorisme sur ce genre de travail-là. Mais néanmoins, on a une possibilité de mettre en place une organisation avec une logique de parcours qui vient s'opposer, contrecarrer, entraver la logique de service, et ce qui est très bien parce que ça réduit certainement la, la prégnance de la logique de service qui, comme toute organisation, ne voit que ses problèmes, son organisation, etc. Là, on rentre dans la procédure. Alors que si on est dans une logique de matricielle, c'est-à-dire on met deux logiques en confrontation les unes avec les autres, et ça ne se fait pas facilement, mais en tout cas avec une organisation, ça peut tout à fait se mettre en place. Et le référent unique, il a un rôle central là-dedans. Ben, en fait, on voit bien qu'on peut très facilement fonctionner ensemble, se coordonner dans l'objectif d'aider la personne à obtenir son résultat. D'ailleurs, sur les interventions que nous faisons,
on voit que le dénominateur commun de tout le monde, c'est d'aider la personne. Et là, ça se fait très facilement du moment où on reste sur ce dénominateur commun, c'est-à-dire comment tu interviens, pour faire quoi, et quel est le projet de parcours, si je reviens sur mon sujet, quel est le projet, et toi, si tu interviens là ben, ou là, ben, tu interviens dans un cadre qui a été posé, et donc ton intervention, elle est circonstanciée par rapport à l'objectif général, par rapport à ce qui s'est passé avant et par rapport à ce qui est prévu après. Donc on a un cadre d'intervention et une organisation. Voilà. L'idée, c'est vraiment de penser cette organisation matricielle avec, pour finir, voilà, on a mis pilote, donc c'est le référent unique, avec la personne accompagnée qui vont travailler leur projet, organiser le projet, excusez-moi, et derrière, bien évidemment, le pilote, le référent unique étant en position d'accompagnement, l'idée c'est que petit à petit, la personne devienne de plus en plus autonome sur l'utilisation de son projet de parcours, sur la mise en œuvre de son projet de parcours. Le troisième règle pour le référent unique, bah, c'est se positionner correctement. Alors nous, on avait noté la notion de pilotage de parcours parce que dans la méthode qu'on MAPI, qui est le pilotage de parcours, hein, d'insertion, pourquoi on a mis cette notion de pilotage? Parce qu'au début, j'avais appelé ça chef de parcours, comme un chef de projet, ouais, chef de projet de parcours. Mais chef, dans nos métiers, ça c'était pas tout à fait bien accepté. Donc, on a fait la notion de pilotage. Bah, le référent unit, en fait, il pilote le parcours, il l'organise, c'est marqué dans la loi, hein. Il l'organise et il coordonne les actions des opérateurs. Donc, il peut pas, enfin, il serait préférable, et ça va dépendre des territoires, bien évidemment, et des parcours et des possibilités. Ça, c'est des réflexions stratégiques individualisées et systématiques. L'idée, c'est que, en fait, on va avoir un. Alors, je reprends mon projet de parcours avec son objectif, les étapes. Chaque étape a un sous-objectif. Chaque étape, on peut avoir des actions qui sont faites par des intervenants, hein. Et puis, comme vous l'avez dit, Cécile, ben, en fait, sur les territoires, on va pouvoir utiliser plein d'actions, donc c'est formidable. Mais encore faut-il que ces actions soient utilisées dans le bon sens et que les intervenants soient au courant de ce qui est attendu en termes d'action, sinon ils vont refaire toujours la même chose et on va avoir des actions qui ne vont pas aboutir à des résultats, en tout cas qui ne vont pas contribuer à l'avancement du travail. Et donc on va avoir des décrochages automatiques. Et le pilote de parcours, lui, son travail, c'est de se positionner, vous voyez, un peu en méta comme ça. Il a la vision globale du projet qui a été posé avec la personne, puisqu'il a travaillé via le diagnostic, via le plan d'action, via le contrat. Donc, il est détenteur du cadre d'intervention. Et donc, il va pouvoir se positionner ici, bien sûr, avec la personne quand il va la voir, et préparer le travail, coordonner, etc. Si, de mon point de vue, il n'y a pas ça comme type de fonctionnement, la coordination a peu de chances d'aboutir à des résultats concrets et intéressants. Donc, on voit bien que le référent unique, en fait, c'est un positionnement. Alors, on a toujours cette question, est-ce que c'est une mission, est-ce que c'est une fonction? Moi, je pense que c'est plutôt une mission à un moment donné, c'est-à-dire à un moment donné, on va donner la référence unique à d'un projet de parcours à un professionnel qui va pouvoir, après, parce que ça, je ne l'ai pas dit, qui va pouvoir travailler sur le projet. Parce que dans ma logique, dans la logique de service, bien sûr, les pilotes ici, ce sont ceux qui sont là. Ça, j'ai oublié de vous le dire, bien évidemment, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que le formateur qui est ici, il peut être à la fois pilote de ce projet-là et ressource de ce projet-là. C'est tout à fait intéressant de travailler comme ça pour avoir une vraie synergie des différents éléments, hein. C'est marqué dans la loi d'ailleurs, hein. Donc, tout le monde sur le territoire, tout le monde peut et devrait presque être référent unique parce que quand j'ai vécu le positionnement ici, que j'ai vécu, les relations qu'il faut que je mette en place avec les intervenants, etc., etc. D'abord, je crée du lien. C'est aussi une autre manière de créer du lien. Les réunions d'interconnaissance sont tout à fait intéressantes, mais rien de mieux que de créer du lien dans la pratique professionnelle sur un objet concret. Ben en fait, si un jour, et je me retrouve en même temps ici,
sur d'autres projets, bien évidemment, je comprends comment le pilote, son positionnement et les difficultés qu'il rencontre, en tout cas les missions qu'il a en place. Et donc, je serais beaucoup plus facilitant que si on a un rapport hiérarchique qui se mettait en place entre une cohorte de pilotes de référents uniques et puis les autres. Donc, moi, je vous parle dans l'absolu, hein. Ça va, ça, sur ce sujet-là? Bon, on n'y est pas, hein, on est d'accord, hein, mais ça peut se mettre en place assez facilement. On a des expérimentations qui ont bien fonctionné là-dessus. Bon, je continue? Oui, tu peux, oui, je pense. Allez. Quatrième règle, intervenir au moment clé. C'est-à-dire que le référent unique, de préférence, il va intervenir. Alors, on l'a vu, il va intervenir en amont, c'est-à-dire diagnostic, montage de parcours, contractualisation, ce que nous on appelle la phase d'accueil, c'est-à-dire une phase où on va tomber d'accord sur qu'est-ce qu'on fait. Puis ensuite, il va intervenir sur, alors vous l'a mis ici, en fait, entre les étapes, vous voyez, c'est un peu un phénomène où il va cibler ses activités de travail en mission de référent unique, il va cibler ses activités de travail à des moments clés, qu'il faut qu'il maîtrise d'ailleurs, où en fait, on va faire ce qu'on appelle l'évaluation de diagnostic. Alors, c'est un terme qui a été utilisé, qui a été créé par Christina de Robertis. Moi, je l'ai un peu dérivé, j'avoue, sur l'évaluation, c'est-à-dire on fait l'évaluation des résultats qu'on a obtenus sur l'action. D'accord? On fait le diagnostic des attentes de la situation globale de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui a bougé dans son système, et est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'on peut continuer, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées au milieu, etc., etc. Donc, on refait le travail autour de la question du cadrage de la situation pour réajuster, réviser, changer le projet de parcours de la personne, donc la suite à donner. On se redonne un cadre général de la suite à donner avec peut-être un objectif ici qui aura évolué, hypothèse de travail 1 qui passe à hypothèse de travail 2. D'accord? Puis, préparer la personne et l'opérateur à l'action, c'est-à-dire identifier l'opérateur qui est possible, qui est intéressant pour la suite. Peut-être que j'ai pu l'anticiper un peu avant pour pouvoir aller plus vite et l'avoir préparé, mais en tout cas, choisir, identifier, aider la personne à choisir son opérateur. Hein. Euh, les mettre en relation, préparer la personne, on l'a vu dans le cadre des 15-20 heures, c'est-à-dire aider la personne à anticiper comment elle va s'organiser, l'action sur quoi elle veut appuyer, à quoi ça va lui servir, etc., etc., pour arriver dans de bonnes conditions, et puis laisser ensuite les personnes se mettre en place, travailler pour recommencer. Voilà, donc on a dans le système des moments clés. D'accord? On peut avoir une évaluation intermédiaire ici, bien évidemment tripartite, qu'on peut faire d'une manière ou d'une autre, mais on voit qu'il y a des moments clés. Et l'idée, c'est pas d'intervenir, d'être ici dans l'action pour pouvoir ensuite aider la personne à évaluer. Vous comprendrez qu'on n'aura pas pas le même impact et pas la même posture si on a galéré avec la personne, puis que derrière, on doit faire une évaluation avec elle. On sera jugé parti, ce qui n'est pas une bonne idée, notamment en termes d'accompagnement. Par contre, si l'opérateur, le collègue a travaillé et que derrière on fait l'évaluation, on peut recueillir l'avis de l'opérateur, puis on va aussi recueillir l'avis de la personne. Et puis, ce qui compte surtout, c'est la manière dont la personne va envisager ses résultats, faire son évaluation. Euh, on va pouvoir objectiver avec elle, la naturaliser, c'est-à-dire lui montrer tout ce qu'elle a fait dans le cadre des 15-20 heures d'activité pour l'aider à se dynamiser et puis à envisager la suite du projet qui peut encore une fois évoluer en fonction des résultats qu'on a obtenus, mais aussi en fonction de- des effets que ces activités ont eus sur son sentiment d'efficacité personnelle, sa naturalisation positive et sur son système, bien évidemment. Je continue, hein? Donc, bon, bien s'organiser. On parlait de charge de travail, parce qu'en fait, effectivement, on va se retrouver avec peut-être pas des ressources énormes supplémentaires pour faire ce travail-là. Donc, vous voyez qu'on a un double enjeu. Tout le monde peut être référent unique. En tout cas, ce serait intéressant que tout le monde puisse l'être.
à un moment donné, sur une durée déterminée pour un projet, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou 20 projets déterminés. À côté, faire aussi d'autres types d'activités, donc pouvoir être opérateur. Et l'avantage de travailler comme ça, c'est qu'en fait, je peux beaucoup m'organiser beaucoup mieux. C'est-à-dire, je peux anticiper. Au lieu d'être toujours dans l'action-réaction, ben, bien évidemment, si je travaille sur les parcours, alors c'est un peu ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire j'ai le premier parcours qui démarre là, le deuxième qui démarre un mois après, le troisième qui démarre un mois, un peu plus, un peu moins. Et donc, automatiquement, si j'ai bâti mon parcours avec la personne et que j'ai délimité les actions, et donc, j'ai des jalons temporels, ce qu'on appelle en gestion de projet. Bien évidemment, je vais pouvoir organiser et même bloquer sur mon agenda peut-être 3 temps ici. Dans un mois, lui, je le vois 3 fois. Lui, dans un mois et demi, je vais le voir 3 fois. Et donc, bloquer sur mon agenda ces temps-là pour avoir un impact un peu plus fort, pouvoir mobiliser la personne, la redynamiser. Et je peux gérer comme ça mon agenda sur alors 3 mois, 2, 3 mois, ce qui est beaucoup plus facile que de se faire balloter par les événements en permanence. Voilà. Donc, bien s'organiser pour avoir le temps de la prise en compte de la personne, pour pouvoir aussi donner de la sécurité à la personne, parce que la personne va partir en action ici. Et si elle sait que derrière, moi je suis là et que on a déjà fixé des rendez-vous pour se voir après l'action, ça donne du cadre, ça donne de la sécurité, ça permet à la personne d'agir. Et enfin, mais vous l'avez dit tout à l'heure, investir pour bien démarrer, ce qu'on va dire vulgairement, prendre du temps en amont pour en gagner en aval, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure exactement. Alors là, j'ai pris juste pour la phase d'accueil, hein, en gros, prendre le temps de travailler le diagnostic, de poser le cadre, enfin, d'aider la personne à identifier les parcours possibles pour en choisir un. Et ensuite, signer le contrat. Donc, c'est un acte pédagogique fort pour ensuite pouvoir démarrer sur ce cadre d'intervention. Alors, souvent, on me dit, ouais, mais ça prend trop de temps. Ben, il faut prendre du temps de toute façon. Là, on est plutôt sur un mois de travail. On est sur 2, 3 entretiens, peut-être quatre. C'est pas grave. Il vaut mieux prendre. Ce qui est pas bon, c'est peut-être de ne pas prendre assez de temps parce que la personne, elle n'a pas le temps de rentrer dans le cadre d'intervention, de comprendre comment elle veut utiliser l'intervention pour pouvoir modifier sa situation. Elle a pas de dissonance cognitive, c'est-à-dire elle est toujours restée dans son objectif initial. Euh, avoir le RSA, contractualiser pour pouvoir avoir son allocation, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, la question, c'est de l'aider à comprendre comment elle peut bonifier sa venue. Et ce cadre d'intervention, il faut qu'elle fasse 15 20 heures d'activité, il faut qu'elle soit suivie, il faut qu'elle mette en place des actions, donc des contraintes. En fait, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais derrière de ces contraintes? Et c'est ce temps-là qui va lui permettre de l'envisager. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, et ça, c'est aussi le rôle du référent unique qui a été mandaté par l'organisme, de pouvoir prendre ce temps en amont pour bien poser le cadre d'intervention, parce qu'après, derrière, tout va dérouler beaucoup plus facilement, plus difficile de rattraper une relation qui a mal démarré que de saboter une relation qui a bien démarré. C'est quelques règles. Voilà. Bon, avant de taper la conclusion, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce référent unique, sa fonction, son organisation, la manière de fonctionner, la proposition de fonctionnement? Dans le monde de oui, oui, idéal. Mais je rappelle que les utopies, c'est ce qui permet d'arriver au résultat. C'est-à-dire si on a une vision de ce qu'on veut faire, c'est plus facile d'y arriver que si on se fait attraper et balader par les textes. Je vais finir, je m'excuse, hein, parce que là, c'est l'heure qui tourne, mais merci pour toutes ces remarques, hein. Donc, en fait, le référent unique, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il a quand même des grandes responsabilités. On voit qu'il a un rôle central sur les parcours individuels qui l'accompagnent, bien évidemment, hein. Pas globalement, mais sur les parcours. Euh, bah, il est garant du respect de la personne, hein, de cette prise de décision, de ses actions. C'est lui qui va garantir que la personne, c'est bien son projet et que c'est pas le projet
de l'institution ou d'une autre structure ou voire d'un consultant ou d'un conseiller. Il est là pour maintenir l'organisation, donc faire du lien entre les uns et les autres, hein. Il a une approche systémique. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je vais aller vite. La question d'utilisation des ressources, quelles ressources je peux utiliser, quelles sont les actions qui sont à ma disposition, et si j'en ai pas, qu'est-ce que je fais, comment on peut travailler, on peut poursuivre le projet. Vous voyez que quand même, c'est un rôle qui est hyper central et hyper important. Et bien évidemment, la mise en synergie, c'est-à-dire, on en a parlé, hein, j'ai pas l'action, j'appelle un collègue en disant, bah, tiens, on voudrait faire ça, comment est-ce que tu peux intervenir, est-ce que tu connais quelqu'un? Il y a tout ce travail-là qui va permettre d'essayer de mettre en place le parcours dans les meilleures conditions. Maintenant, encore une fois, si je n'ai pas la solution et qu'elle devient récurrente, le faire remonter pour pouvoir essayer de trouver des solutions euh, pour pouvoir résoudre ces problèmes individuels qui doivent quand même avoir un certain volume si on veut mettre en place des actions qui sont pertinentes. Mais tout ça, ça nécessite un environnement aidant, c'est-à-dire qu'encore une fois, le référent, c'est pas, il est pas seul, il doit pas pouvoir être seul. Il faut qu'il y ait des protocoles de travail, c'est-à-dire un cadre d'intervention qui soit adapté, hein. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein. Une phase d'accueil, un positionnement, etc., etc. Il faut une organisation favorable. Voilà. Bon, je l'ai déjà dit, donc je vais pas rajouter, rajouter là-dessus. Un encadrement qui est partie prenante, c'est-à-dire un encadrement qui joue son rôle dans le travail, à la fois pour engager la personne, à la fois pour rappeler les cadres, à la fois pour soutenir le référent, mais à la fois aussi pour faire les liens avec les différents opérateurs et faire remonter les besoins, l'analyse, les dysfonctionnements, etc. Un accès facilité à l'information, normalement avec les API, puis avec les partages d'informations, ça devrait être facile. On a parlé d'Aura, par exemple, qui est un outil qui peut être tout à fait intéressant à utiliser pour avoir accès à l'information. Attention, c'est pas parce que j'ai accès à l'information que je la traduis bien et qu'on va pouvoir l'utiliser correctement. Et puis, des compétences spécifiques de pilotage parce que vous avez vu qu'on travaille sur des volets sur lesquels il faut que je sois formé, il faut que j'ai ces compétences-là pour pouvoir bien travailler correctement sur cette mission-là spécifiquement. Et pour finir, une reconnaissance, bien évidemment, parce que c'est un métier sur lequel, une mission spécifique sur lequel peut-être une reconnaissance serait bienvenue pour pouvoir la mettre en œuvre. Bon, je vais finir là-dessus. Donc, maîtriser sa phase d'accueil, mettre les partenaires dans les meilleures conditions, puis bien sûr, accompagner la personne, hein, c'est indispensable, lui permettre d'évaluer ses résultats, ses avancées, ses difficultés, l'aider à réajuster son projet et l'aider dans ses prises de décision. On voit bien que quand même, il a cette fonction d'interlocuteur privilégié, hein, disait la démarche référent de parcours, pour permettre à la personne de faire le point, de repartir, etc., etc. Je vous ai mis, parce que Sylvie, tu donneras certainement le PowerPoint à tout le monde, donc si ça vous intéresse, moi, je vous ai mis les compétences, parce que nous, on a un référentiel, on parle de référentiel, donc euh, le service public de l'emploi va créer des référentiels. Enfin, nous, modestement, depuis pas mal d'années, parce que depuis à peu près 20 ans, on travaille sur la méthode et on a créé, bien sûr, une certification et on a un référentiel d'activité et de compétences sur la notion de pilotage de parcours avec 11 compétences que je vous laisserai découvrir puisque j'ai terminé maintenant l'intervention, qui permettent de se positionner en pilote de parcours et qui permettent de travailler correctement. Donc la première partie, bien évidemment, vous voyez, accompagner la personne dans l'élaboration de son diagnostic, dans l'élaboration de son parcours, rester sur la relation à la production, discriminer, puis ça c'est pour la systémie, les étapes de parcours et les axes de progrès, donc permettre de simplifier une complexité énorme, puis ensuite identifier les partenaires, réduire les risques pour pouvoir envisager toutes les possibilités, pour pouvoir justement permettre d'obtenir le résultat le plus facilement possible, mais bien sûr, rien n'est facile. Puis mettre de l'évaluation, travailler sur les objectifs et puis coordonner et animer une équipe d'opérateurs. Voilà. Donc, on a vraiment les 11 compétences du pilotage de parcours qui sont posées ici et vous renverrai de toute façon aux différents éléments qui sont ici et qui pourraient vous intéresser
pour poursuivre la réflexion ou l'apprentissage. Voilà, j'espère que le webinaire vous a intéressé. Merci pour Saïd, Cécile, Yvelise pour les interventions, pour les chats.